Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Devenir indépendant est-il un bon plan? La région bruxelloise s'apprête en tout cas à simplifier la procédure pour obtenir ce statut. Ce sera le cas pour 2024. On va essayer pendant 25 minutes de voir ce qu'il faut savoir et envisager avant de se lancer comme indépendant. Quels sont les pièges à éviter, les précautions à prendre, ce qui peut être rentable et ce qui l'est moins. Et puis aussi la situation des indépendants aujourd'hui, après une période de chahuté, la Covid-19, la flambée des prix de l'énergie. On n'aura peut-être pas les réponses à tout, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Et pour répondre à nos questions, deux spécialistes. Audrey Thierry, bonsoir. Vous êtes conseillère en création d'entreprise. Vous travaillez pour Partena. Et Christophe Fombercy, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du SNI, le syndicat neutre pour indépendants. On va poser le décor tout de suite, si vous voulez. On ne va pas tout dire d'un coup, mais poser la question principale. Je suis jeune, au début de ma vie professionnelle, ou je suis un peu moins jeune et j'ai envie de changer de carrière, de trouver une activité qui me correspond davantage. Devenir indépendant, c'est bon plan ou c'est galère? Christophe Lambercy. Alors je pense que ça ne doit pas être posé dans cet angle-là. Devenir indépendant, à quel âge que ce soit, parce qu'on constate que même jusqu'à 55 ans, il y a encore une bonne partie de personnes qui deviennent indépendantes. C'est d'abord un projet de vie. Un projet de vie parce qu'on va s'y embarquer soi-même et on va généralement embarquer sa famille autour et alentour. Donc c'est véritablement une réflexion qu'on doit mener pour véritablement à la fois être pleinement épanoui dans ce qu'on fait et avoir bien évidemment la compétence qu'il faut parce que la concurrence est évidemment présente. Ouais. Audrey Thierry, le conseil, c'est quoi? Être passionné, être intéressé? Passionné, curieux, intéressé, trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle et surtout être accompagné. Est-ce qu'il y a un âge pour se lancer comme indépendant? Non, actuellement, j'ai envie de dire, les jeunes, grâce à l'étudiant entrepreneur, démarrent en faisant encore des études, jusqu'à des réorientations à 50 ans, même 60 ans, où on va aller au-delà de ça parce qu'on veut donner du sens et un autre sens à sa vie. Oui. J'ai été salarié pendant des années, je n'ai pas l'habitude de faire des démarches administratives. Je vais devoir apprendre à quoi? Créer une entreprise, faire des déclarations de TVA, payer mes cotisations sociales, penser à ma pension. C'est quand même un gros changement, il faut psychologiquement se préparer? Oui, pour moi l'accompagnement, c'est même aller au-delà de ça, c'est savoir qui on est en tant qu'entrepreneur, parce que c'est très différent quand on a été salarié et que l'employeur pense pour vous de ces aspects-là. Comment on va se positionner, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport aux concurrents, et puis avoir une rigueur aussi dans son côté administratif pour pouvoir être pleinement en équilibre et satisfait de ce qu'on veut faire. Oui. Christophe Lambercy, vous faites référence à la famille tout de suite. Oui. Dès la première question, ça veut dire que ça mobilise beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie et ça déborde d'une stricte activité professionnelle où on commencerait à une heure fixe et on terminerait à une heure fixe? Très clairement, en fait, c'est un projet de vie comme on l'a dit et d'ailleurs on l'a clairement vu en période de Covid où là le confinement et les restrictions étaient assez importantes. Ça avait une conséquence sur le psychologique, je dirais, de l'indépendant et donc forcément sur son entourage direct. Donc oui, on travaille par passion, par activité et on ne compte pas ses heures pour justement y arriver. Et vous avez les horaires, je dirais, ouverts à la clientèle ou en contact professionnel. Et puis vous avez toute la dimension administrative, économique, comptable qu'il faut suivre. Et généralement, c'est le soir et c'est le week-end. Mais ça prend quoi? C'est quelques heures par semaine ou c'est des dizaines d'heures par semaine? Alors, il y a, heureusement, en Belgique, il y a évidemment des outils et des accompagnateurs, comme madame ici de Partena, qui sont là aussi pour aider, aiguiller, accompagner. Mais il ne faut pas compter ses heures quand on est indépendant et c'est effectivement quand même plusieurs heures par semaine. Alors, je vais me tourner vers vous, Audrey Thierry. Je voulais qu'on ait un petit mot sur le secrétariat social. C'est une des missions que vous remplissez à Partena. Il y a d'autres sociétés qui le font. Je ne vais pas citer tout le monde, mais Acerta, Securex, SD Works, l'UCM, on a l'embarras du choix. C'est quoi le rôle d'un secrétariat social et est-ce que c'est obligatoire d'en avoir un ou pas? Donc, Partena Professionnel, c'est un groupe social composé d'un guichet d'entreprise qui est la porte d'entrée pour avoir un numéro d'entreprise, un numéro de TVA. Donc, c'est s'identifier en qualité d'entrepreneur. Et après, on s'affilie à une caisse d'assurance sociale qui est le lien avec la sécurité sociale, que ce soit en indépendant complémentaire ou principal.
À partir du moment où vous devenez employeur, là vous êtes avec un secrétariat social qui va faire des fiches de salaire. Et donc oui, avoir un numéro d'entreprise quand on est entrepreneur en Belgique est une obligation légale. Pareil pour s'inscrire à une caisse d'assurance sociale quand vous êtes indépendant. Ouais. Et le secrétariat social, donc les services que vous proposez en plus, c'est quoi? On vous allez aider à faire la compta, on va aider à être bien en ordre avec ses règles. Avoir un comptable, c'est obligatoire quand on est indépendant? Obligatoire, non, sauf si vous êtes en société, mais fortement conseillé pour la simple et bonne raison que c'est un allié très puissant dans l'élaboration de votre projet, l'élaboration financière. Chez Partenaires Professionnels, on travaille aussi tout ce qui est en amont, pré-starter aussi, dans toute l'élaboration et l'accompagnement d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas entrepreneur. Enfin, je veux dire, c'est parfois, c'est vraiment tout un concept et tout un projet à faire aller de qu'est-ce qu'on va mener à bien comme produit, comme C'est-à-dire que projet. j'ai déjà l'idée de mon activité, je peux venir chez vous, vous allez me dire, vous dépensez à ça, vous devez penser à ceci, le marché est saturé, il n'est pas saturé, vous pouvez donner des conseils de ce genre-là. Oui, donc on structure un projet, tout à fait. Quand on choisit un partenaire, vous ou un autre, c'est à vie ou on peut changer? Alors vous êtes lié à la caisse d'assurance sociale 4 ans selon la législation et après vous pouvez changer. Oui, choisir son partenaire, c'est important. C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'en fait, au-delà, généralement, l'indépendant, il a un projet, il voit très bien ce qu'il veut faire, il a une compétence pratique, technique ou un savoir-faire qu'il veut mettre en avant. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit quand même dans un contexte, dans un état de droit, avec des réglementations, avec une couverture sociale qui est très important également pour les indépendants. Oui. Donc il faut effectivement se faire accompagner. Et les guichets d'entreprise, les offices de création d'entreprise sont des acteurs importants parce que justement, il fait redescendre sur terre le projet, enfin celui qui a l'ambition d'avoir un projet de vie et puis de voir concrètement comment je dois évidemment lancer mon activité, connaître ma concurrence, quel est mon chiffre d'affaires, différencier le chiffre d'affaires avec le bénéfice net, payer mes lois sociales en temps et en heure, sinon il y a des retards de paiement, etc. Donc il y a véritablement Quand vous dites des retards de paiement, c'est-à-dire des pénalités. Hein. Des pénalités, bien sûr, oui, des intérêts de retard, pardon. Et donc effectivement, il est important de bien préparer son projet et aussi, ça c'est un élément important, de bien le financer, d'avoir suffisamment de moyens financiers que pour pouvoir, en fonction évidemment du projet que l'on fait, mais d'avoir évidemment les moyens de pouvoir faire face aux différents aléas que la vie s'impose. Ouais. C'est-à-dire qu'entre l'idée ou la décision de devenir indépendant et le fait de l'être vraiment, il faut prévoir un petit laps de temps, c'est quelques mois? Ça dépend de chacun. Ouais. Ça dépend de la maturité du projet. Est-ce que c'est un projet passion que vous avez déjà fait? Est-ce que vous êtes formé par rapport à ce projet? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous êtes au stade idée? Le temps que vous pouvez passer aussi sur votre idée. Est-ce que vous avez encore un statut de salarié à côté? Donc ça, il n'y a pas de date, entre guillemets, déterminée. Ça dépend de l'énergie de chacun et de la finalité de l'accompagnant et du temps. Oui. Alors on va signaler pour la région bruxelloise qu'on peut avoir aussi des informations au numéro de Hub Bruxelles, c'est 1819. On peut chercher des conseils de ce côté-là. Et puis pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, Actiris peut donner aussi un certain nombre d'informations. Alors je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur ce qui fait l'actualité de ces derniers jours. C'est une décision annoncée par Barbara Tract, la secrétaire d'État en charge de la transition économique du gouvernement bruxellois. C'est la fin du diplôme de gestion de base. D'abord un petit mot d'explication, Audrey Thierry. Pour être indépendant, jusqu'à présent, soit j'avais un diplôme de l'enseignement supérieur, soit je devais passer ce fameux diplôme de gestion de base. Il vérifiait quoi ce diplôme? Il vérifiait si vous aviez les capacités à pouvoir faire fonctionner une entreprise, tout simplement. Donc c'était soit vous aviez un diplôme, certificat d'enseignement secondaire avant 2000, un master, une licence, un graduat, que ça soit en Belgique ou à l'étranger, parce qu'il y a quand même une database aussi sur l'étranger par rapport à ça. Après, ça va même au-delà de ça, parce que vous pouviez passer votre diplôme en l'étudiant. Il y a des structures aussi qui accompagnent on pouvait être préparé, vous pouvez suivre des cours. Tout à fait, suivre des cours et passer l'examen seul aussi à sa guise. Ou alors vous aviez aussi la possibilité de quelqu'un de votre famille qui vous prête la gestion. C'est une personne qui est jusqu'au 3e degré. À quoi ça servait? C'était pour s'assurer que ceux qui créaient une entreprise ou qui se lançaient comme indépendants n'allaient pas dans le mur en étant incapables de faire 2 + 2 = 4? C'était un garde-fou, je pense, historiquement. C'était un garde-fou qui avait été mis à ce moment-là pour conscientiser, je pense, l'importance de démarrer en tant qu'entrepreneur. Oui, ça existait depuis 1998. Est-ce que ça a été
utile, ce diplôme de gestion de base, Christophe Lambertzy? Alors, je pense que c'est effectivement quelque chose qui devait être actualité et réactualisé. Le problème qu'on a rencontré, c'est la régionalisation de cette réglementation qui a eu pour conséquence que les 3 régions sont devenues compétentes et en 2018, la Flandre a supprimé les connaissances de gestion pour tous les indépendants, ce qui évidemment est problématique pour les 2 autres régions et particulièrement celle qui est limitrophe, la bruxelloise. Et donc effectivement, ça crée une distorsion de concurrence. C'est plus facile de devenir indépendant en Flandre qu'à Bruxelles. Nous avons beaucoup de membres qui demandent de développer leur activité du côté de la périphérie flamande parce que justement, effectivement, il n'y a pas de connaissance de gestion. Alors, il y a un double discours. Philosophiquement, j'ai envie de dire, faire passer un message qu'il ne faut pas de connaissance de gestion pour réussir son activité ou en tout cas prendre tous les éléments pour essayer de le réussir. Ça, il faut combattre cette idée-là. Il faut effectivement dire il est important que vous fassiez accompagner, que vous prépariez votre projet et que vous soyez accompagné de professionnels. Dans les faits, la réglementation en tant que telle était un peu désuète en termes de réalité, d'aspect pratique et ça engendrait tout un mécanisme ou une ingénierie des indépendants qui n'avaient pas les connaissances de gestion, qui sont obligés de créer une société en Flandre pour justement pouvoir ne pas en avoir besoin. Et donc, voilà, tout ça est un peu brouillon. Et donc, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre. Mais l'idéal, ce serait que les 3 régions s'entendent sur la philosophie. Donc, c'est plus obligatoire en Flandre. Ce ne sera théoriquement, je dis théoriquement parce que pour l'instant c'est un projet d'ordonnance qui n'est pas encore adopté, mais ça devrait, si tout va bien, être en application en 2024, donc plus obligatoire en 2024 pour la région bruxelloise. Pour la région wallonne, vous avez des informations? Alors pour la région wallonne, pour l'instant c'est toujours maintenu, mais le principe du limitrophe va vraisemblablement jouer, donc ce sera sur un dossier du gouvernement wallon dans les prochains mois. On va appeler un effet domino. Exactement. Malgré tout, est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait des gens qui se lancent sans avoir les compétences requises et qu'il y ait un risque de faillite plus important? C'est le revers de la médaille. C'est plus facile de devenir indépendant, mais peut-être que certains vont se lancer sans avoir les connaissances et l'encadrement suffisants, André Thierry. Mais moi, je reste quand même persuadée qu'ils avaient moyen de le faire en se domiciliant en société ou avoir quelqu'un qui apportait la gestion. Donc on pouvait contourner l'obligation. Donc moi, je pense que le travail d'un groupe social comme Partena ou d'autres, c'est vraiment conscientiser sur l'accompagnement, sur les conséquences, que voilà, on ne devient pas entrepreneur comme on va chercher un pain et le but, c'est d'en vivre de manière pérenne, à moyen et long terme. OK, le diplôme n'est pas une preuve qu'on peut réussir une activité, mais voyons plus loin, responsabilisons les gens. Ouais, et quand on se fait aider, je précise ça quand même, c'est pas gratuit. Vous demandez une petite cotisation à ceux que vous aidez. Oui. Ouais. L'effet que ça pourrait avoir, la suppression de ce diplôme, Christophe Lambertzy, ça va créer plus d'activités, il y a plus d'indépendants qui vont se lancer dans leur activité. Alors, ou pas? On ne l'a pas réellement constaté en Flandre, il faut être honnête aussi. Par contre, vraisemblablement, il va y avoir une sédentarité d'un certain nombre de Bruxellois qui avaient tendance à aller à Vilvoorde pour essayer effectivement de passer contre cette réglementation. Et je vais prendre un exemple aussi que les gens vont comprendre. Je veux dire, la réglementation actuelle n'impose pas dès lors que vous avez des études supérieures. Donc par exemple, si vous êtes master en philologie romane, eh bien, vous êtes censé avoir les compétences pour gérer une entreprise, alors que, bien évidemment, on ne vous a rien appris de tout cela. Ça ne va pas faire partie de votre formation. Il faut véritablement revenir à l'essentiel, c'est essayer d'aider les candidats qui ont un projet d'entreprise, qu'ils soient surtout curieux, qu'ils s'informent de tout ce qui existe, parce qu'il y a véritablement beaucoup de choses, tant privées que publiques, disponibles. Et bien souvent, on remarque auprès de nos membres qu'ils ne savaient pas, ou s'ils avaient su, ils l'auraient fait. Donc, vraiment, le message qu'il faut faire passer, ne croyez pas parce qu'on supprime les connaissances de gestion que vous n'avez plus besoin d'avoir une véritable compétence en termes de gestion. Entourez-vous et faites-vous accompagner. C'est vraiment le message essentiel. Ouais, petite parenthèse, Barbara Tract, elle a aussi annoncé à cette occasion-là une diminution du nombre de professions réglementées. Ce sont les métiers où il faut avoir un diplôme pour pouvoir exercer. Et à l'avenir, donc toujours l'horizon 2024, il y a 5 métiers où il ne sera plus nécessaire d'avoir cet accès réglementé en région bruxelloise. Pédicure, le massage, les techniciens dentaires, les grossistes en viande chevillard et les dégraisseurs teinturiers. Ça va dans le bon sens aussi, ça, pour vous? Alors, de nouveau, c'est de nouveau faire passer, faire croire qu'il ne faut pas être compétent et pas être formé dans un métier que pour pouvoir c'est ce qu'on appelle des métiers en tension, toutes ces professions-là. Donc on essaye de faciliter l'accès. Madame Trax s'est alignée en fait aux suppressions des accès à la profession wallonne. Donc globalement, c'est plus ou moins la même chose. Mais tôt ou tard, il ne faut pas se leurrer. La réflexion sur les accès à la profession seront également sur la table, puisqu'en Flandre, là aussi, ça a été supprimé. Mais attention, ne laissons pas croire non plus à des candidats entrepreneurs que sans formation, ils peuvent se lancer n'importe
n'importe comment, parce que, par exemple, l'AFSCA, dans l'ORECA, va contrôler, et là, il sera vraiment pertinent d'avoir ces compétences. Lorsqu'on doit, par exemple, en matière d'électricité, une conformité, les secteurs ou les instituts exigent des formations supplémentaires. Donc, ce qui disparaîtrait d'un côté va être récupéré autrement pour la compétence, parce que les accès à la profession, c'est d'abord une saine concurrence entre tous les acteurs, mais c'est aussi la protection du consommateur. Ouais. Donc, c'est vraiment les deux paramètres à prendre en compte. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des indépendants à Bruxelles maintenant, puis peut-être des créneaux qu'on peut recommander ou des conseillers pour ceux qui voudraient se lancer. D'abord, un constat, 2 indépendants sur 3 en région bruxelloise sont d'origine étrangère. C'est une proportion très importante. La moyenne nationale est plutôt aux alentours de 23%. Donc 2 sur 3 à Bruxelles, c'est plus de 60%. Ça veut dire quoi? C'est un effet de la discrimination à l'embauche, Audrey Thierry. On n'a pas voulu de moi comme salarié, j'ai préféré me lancer comme indépendant. On peut le lire comme ça? Non, moi je ne le vois pas comme ça. Je pense que c'est peut-être des gens qui ont des savoir-faire à l'étranger. C'est une compétence entrepreneuriale. Ils sont peut-être dans des pays où l'entrepreneuriat est encore plus présent et plus puissant qu'en Belgique. Donc moi je ne le vois pas spécifiquement de cette manière. Christophe Wimmersi, une explication sur ce chiffre? Non, mais je pense qu'on est une capitale européenne, on est une capitale belge. Et donc c'est aussi la morphologie de la population est différente. Proportionnelle à la population bruxelloise. La place des femmes, un indépendant sur 3 est une femme, niveau national, seulement 1 sur 4 en région bruxelloise. Comment ça se fait qu'il y a moins de femmes à Bruxelles qu'en Wallonie ou en Flandre? Ça, c'est toute la problématique. Il y a toute une série de mesures qui sont prises pour essayer de booster l'entrepreneuriat féminin, pour justement essayer de faire en sorte qu'on devienne plus rapidement indépendante. Il y a un facteur pour moi qui est essentiel, et dans les discussions avec nos membres, on le voit. Généralement, les femmes deviennent indépendantes plus tardivement pour des raisons de couverture sociale en matière de maternité notamment. Elles se sentent davantage protégées avec le statut de salarié. Et donc, la conversion à l'activité principale indépendante est généralement après avoir fait des enfants. Ouais, Audrey Thierry, sur ce thème-là, vous diriez qu'on est mieux protégé, en tout cas plus confortable lorsqu'on est salarié que lorsqu'on est indépendant? Je pense que ça, il y a eu énormément d'évolution et ça reste vraiment un mythe, parce que maintenant on est quand même à 15 semaines pour un congé maternité, 105 titres service, le papa a aussi un congé paternité qui est identique depuis le 1er janvier 2023 aux salariés. Donc non, moi je pense que ça c'est un mythe et c'est encore une croyance de la femme entrepreneur. Ouais. Est-ce que la protection sociale des indépendants elle a progressé ces dernières années? Bien sûr. Oui. On voit vraiment un alignement déjà rien qu'en termes de pension. Au niveau, par exemple, de la femme, le papa avec les congés de paternité, la couverture en cas de maladie. Avant, on avait une carence d'1 mois. Maintenant, on remet un certificat. On est couvert par la mutuelle au bout de 8 jours. Dès le premier jour, si on a un certificat de 8 jours. Donc, le droit passerelle a été très présent aussi lors du Covid. Donc, non, je pense qu'il y a une belle progression dans ces aspects de protection de l'entrepreneur. Ouais. On parle du Covid. Où est-ce qu'on en est dans la santé économique du tissu des indépendants? Alors, c'est très varié. Il y a des petits indépendants, il y a des indépendants qui gagnent très très bien leur vie. Il y a énormément de secteurs qui sont concernés. Est-ce qu'on s'est remis de la Covid-19 et des prix de l'énergie globalement? Christophe Wimmersi, je sais que je vous demande un discours général et que ça va être compliqué. Oui, mais disons, le Covid, on commence à se relancer et évidemment à revoir les choses positivement. Et donc, on le voyait d'ailleurs même en création d'entreprise. On avait un taux de starter beaucoup plus important que les années précédentes. Et puis est arrivé, comme on l'a dit, Ukraine, inflation des prix, le fait de la relance aussi, augmentation du coût, et l'électricité, enfin tout ce qui est énergie. Et nous n'oublions pas aussi l'indexation des salaires automatiques qui plombe quand même véritablement, je dirais, la santé financière des petites entreprises. Donc, mis tous ensemble, ça reste compliqué. On espère sortir de la problématique de l'électricité et de l'énergie plus rapidement. Bon, ça baisse fortement, mais aujourd'hui encore, on ne le voit pas concrètement sur le terrain, c'est-à-dire que les acomptes sont toujours trop élevés. Seulement 25% de nos indépendants ont un contact avec leurs fournisseurs pour le baisser. Donc, nous, ce que nous demandons, et d'ailleurs récemment, le ministre Clarinval a émis un code de conduite avec les fournisseurs de l'énergie. Il faut véritablement, au plus vite, vu que le prix de l'énergie a baissé, que ça se répercute concrètement sur les acomptes, les régularisations et le coût que l'entreprise paye. Ouais, je me tourne vers Partena, Audrey Thierry, Partena ou d'autres acteurs du même genre. Vous m'aidez à me lancer. Est-ce que vous allez m'aider le jour où je vais être en difficulté? Bien sûr, déjà on a un service au niveau cotisation sociale qui trouve des solutions. Il y a possibilité de fractionner derrière des paiements. Donc
oui, il y a de plus en plus d'informations sur ça. On est aussi dans la prévention. On fait vraiment en sorte de responsabiliser aussi l'entrepreneur parce qu'il y a des petites choses. On parlait au début du débat de l'importance de l'administratif et de la gestion de l'administratif. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont en déclin parce que l'entrepreneur met toujours cet aspect-là de côté. Ouais, on a été un petit peu négligent, on prend du retard et à la fin on préfère ne plus s'en occuper. Voilà. C'est ça le danger. Oui. Oui. Et pour finir, en informant dès le départ et en conscientisant et en responsabilisant l'entrepreneur, ça lui permet aussi de dire que ça fait partie de son activité d'entrepreneur que de prendre soin de son activité économique et de ses responsabilités également. Alors, on va terminer avec la question piège dont je suis sûr que vous allez préférer qu'on l'évite. Je vais vous demander un petit conseil. J'ai envie de quitter mon boulot ou j'ai envie de me lancer dans la vie active. À Bruxelles, c'est quoi les secteurs où vous me conseilleriez de faire une petite étude et de me dire, tiens, là, c'est une chouette activité pour un indépendant qui démarre, et à l'inverse, là, il ne faut vraiment pas y aller, c'est trop compliqué. Christophe Lambercy. J'ai envie de dire que, c'est pas que je ne veux pas éviter votre question, mais on l'a dit, c'est un projet de vie, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, pour lequel vous êtes fait, vous avez une compétence. Et donc, vous dire aller dans quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas de sensibilité n'a pas réellement de sens. Alors c'est vrai que la population indépendante bruxelloise est relativement spécifique parce que c'est une capitale, comme on l'a dit, à la fois nationale et européenne. Donc vous avez beaucoup de professions libérales, vous avez beaucoup de secteurs de l'ORECA, donc la concurrence là effectivement est relativement... Il y a du tourisme, il y a de l'ORECA. Voilà, mais en même temps c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup d'acteurs économiques, parce que justement il y a des possibilités de développement, et alors ça reste quand même aussi un endroit où il y a beaucoup d'innovation en termes de projets et d'activités. Mais écoutez d'abord ce pourquoi vous êtes fait, et puis faites-vous accompagner, encadrer et analyser votre marché, c'est essentiel. Audrey Thierry, un conseil ou peut-être quelque chose qui vous a étonné, d'aider parfois des indépendants dans un projet auquel vous n'auriez pas pensé? Alors moi je partirais de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez comme en tant qu'entrepreneur? À quelle mesure, quelles sont vos forces et vos faiblesses? Vers quoi vous avez envie d'y aller? Parce qu'être entrepreneur, c'est être passionné. En petit tips and tricks, moi je dirais, regardez, il y a chaque année les métiers en pénurie, une liste de métiers en pénurie qui sont disponibles sur l'emploi, sur le site de l'emploi. Voilà. Oui. C'est peut-être une piste de vous lancer parce que pour finir, avoir un job ou avoir quelque chose qui vous passionne, c'est aussi de rencontre entre il y a une demande et quelle offre vous allez mettre derrière. Quand je regarde les secteurs où il y a le plus de progression en termes de création d'activités, c'est étonnant, c'est les secteurs scientifiques et techniques, d'abord, en région bruxelloise, suivi de l'information et de la communication. Et puis à l'inverse, l'ORECA et le commerce, dont on pourrait penser que c'est typiquement des secteurs pour indépendants, ça a plutôt tendance à stagner en termes de création d'entreprises année après année. Parce qu'ils sortent quand même le secteur de grandes difficultés. On avait oublié aussi les attentats qui avaient particulièrement touché le secteur. Donc là aussi, effectivement, il y a eu beaucoup de tensions, ce qui fait que peut-être vraisemblablement un certain nombre de candidats entrepreneurs réfléchissent à 2 fois avant de se lancer. Ouais, j'ai une super idée. Elle est originale. Je suis sûr que je suis le premier à l'avoir. Je dois me lancer. Venir en parler et venir pour que je t'aide à te structurer dans ton idée. Mais voilà. lance-toi. Tester l'idée. Tester l'idée. Et rester prudent et se faire aider, ça va être la conclusion de ce débat. C'est très clair. Merci beaucoup Christophe Lambercy, donc secrétaire national du syndicat neutre pour indépendants. Audrey Thierry, qui est conseillère pour l'aide à la création d'entreprises pour l'organisme Partena. Merci à tous les deux. Demain, dans Plus d'Actu, on parlera de complètement autre chose. On parlera de la réparabilité de nos objets du quotidien, l'électroménager, électronique, les smartphones. On discutera de tout ça avec Jean-Philippe Ducard de Testacha et Christina Ganapini de l'organisation Right to Repair Europe, parce que justement, l'Europe est en train d'imposer de nouvelles règles aux industriels pour que les appareils soient plus réparables dans le futur. On en parlera donc demain à 17h, puis demain matin, notre grande séance d'information avec notre matinale à partir de 7h25. On recevra demain matin Christophe Magdalens, David Wetzman et Matteo Segers. Continuez à bien vous informer et à demain.